Bonjour. Bienvenue sur la Bonne Morgane. Pardon. Je souris parce qu'en fait je suis assise dans un équilibre précaire. Et je n'aimerais pas tomber devant vous. Et je ne suis plus au soleil. Tout à l'heure j'étais au soleil quand j'ai commencé l'installation, pour vous dire. Parce que je n'ai pas de pied, je me suis arrangée comme j'ai pu. Voilà, maintenant que vous savez tout ça et que vous êtes très heureux d'avoir tous ces détails, je vais pouvoir reprendre la lecture d'Anna Karénine. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je suis encore un peu fatiguée. Je crois que c'est... Aujourd'hui, je le ressens particulièrement. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour Anna Karénine. Nous en étions au chapitre 10. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'hôtel, le rayonnement contenu qui émanait de toute la personne de Stepan Arkadievitch frappa Lévin lui-même en dépit de ses préoccupations. Oblonsky quitta son pardessus et, le chapeau de guingois, se dirigea vers la salle de restaurant tout en donnant des ordres à la bande de Tatars en habit noir qui s'empressaient autour de lui, la serviette sous le bras. Saluant à droite et à gauche les personnes de connaissance qui là, comme partout, l'accueillaient avec empressement, il s'approcha du comptoir, avala un verre d'eau de vie accompagné d'un hors-d'œuvre de poisson et dit à la préposée, une Française fardée, frisée, tout en dentelle et en ruban, quelques paroles aimables qui la firent rire de bon cœur. En revanche, la seule vue de cette personne qui lui parut un amalgame de faux cheveux, de poudre de riz et de vinaigre de toilette, et dont il se détourna comme d'une flaque de boue, empêcha Lévin de prendre un apéritif. Son âme était toute au souvenir de Kitty, ses yeux étincelaient de bonheur. « Par ici, s'il vous plaît, Excellence. Ici, votre Excellence ne sera pas dérangée, » disait un vieux Tatar particulièrement tenace, à poils blanchâtres et tournure si vaste que les pans de son habit s'écartaient par derrière. « S'il vous plaît, Excellence, » dit-il, aussi à Lévin qu'il jugeait bon de flatter par égard pour Stepan Arkadievitch dont il était l'invité. Il étendit en un clin d'œil une serviette immaculée sur un guéridon déjà couvert d'une nappe et dominé par une applique de bronze, puis il approcha 2 chaises de velours et, la serviette d'une main, la carte de l'autre, il se tint aux ordres de Stepan Arkadievitch. « Si votre Excellence le désire, un cabinet particulier sera à sa disposition dans quelques instants. Le prince Galitzine, avec une dame, va le laisser libre. Nous avons reçu des huîtres fraîches. »« Ah, des huîtres !» Stepan Arkadievitch réfléchit. « Si nous révisions notre plan de campagne, hein, Lévin ?» demanda-t-il, un doigt posé sur la carte, tandis que son visage exprimait une hésitation sérieuse. « Sont-elles bonnes au moins, tes huîtres ? Prends garde !»« Elles viennent tout droit de Flensburg, Excellence. Il n'y a pas eu d'arrivage d'Ostende. »« Pas pour des Flensburg, mais sont-elles fraîches ? Elles sont arrivées d'hier. » Eh bien, qu'en dis-tu? Si nous commencions par des huîtres et si nous faisions subir à notre plan un changement radical? Comme tu voudras. Pour moi, rien ne vaut la soupe aux choux et la cacha. Mais évidemment, on ne trouve pas ça ici. Une cacha à la russe pour son Excellence? Demanda le Tatar en se penchant vers Lévin, comme une bonne vers l'enfant commis à ses soins. Sans plaisanterie, tout ce que tu choisiras sera bien. J'ai patiné et je me sens en appétit. Le patinage m'a donné faim. Et crois-moi, ajouta-t-il en voyant une ombre de mécontentement passer sur le visage d'Oblonsky, je ferai honneur à ton menu. Un bon dîner ne m'effraie pas. Je le pense bien, on a beau dire, c'est un des plaisirs de l'existence. Alors, mon bon ami, tu vas nous donner 3 douzaines d'huîtres. Ensuite, une soupe aux légumes, printanière, corrigea le Tatar. Mais Stepan Arkadievitch, ne voulant sans doute point lui laisser le plaisir d'énumérer les plats en français, insista « aux légumes, te dis-je. Puis du turbo avec une sauce un peu épaisse, un roast beef bien à point. Fais attention. Ensuite, bien ma foi, un chapon. Et pour finir, des conserves. »
Le Tatar, se rappelant que Stepan Arkadievitch avait la manie de donner aux mets des noms russes, n'osa plus l'interrompre. Mais, la commande prise, il se donna le malin plaisir de la répéter d'après la carte. Soupe printanière, turbo sauce Beaumarchais, poularde à l'estragon, macédoine de fruits. Et aussitôt, comme mu par un ressort, il posa sur la table le porte-carte de cuir pour en saisir un autre qu'il tendit à Stepan Arkadievitch. « Qu'allons-nous boire ? » « Ce que tu voudras, mais pas beaucoup. Du champagne. »« Comment ? Dès le commencement ? » ?»« Au fait, pourquoi pas. »« Tu aimes la marque blanche ? » ?»« Cachet blanc, corrigea le Tatar. »« Eh bien, donne-nous une bouteille de cette marque avec des huîtres. Ensuite, nous verrons. À vos ordres. Et comme vin de table ? » ?»« Du nuit. Non, plutôt le classique Chablis. »« À vos ordres. »« Servirai-je votre fromage ? » ?»« Oui, du parmesan. Mais peut-être en préfères-tu un autre ? » « Oh non, cela m'est égal, répondit Lévin, souriant malgré lui. Le Tatar opéra une retraite précipitée, les basques de son habit flottant derrière lui. Au bout de 5 minutes, il réapparut non moins précipitamment, portant une bouteille entre les doigts et sur la paume de la main un plat d'huîtres écaillées se prélassant dans leurs coquilles nacrées. Stepan Arkadievitch chiffonna sa serviette empesée, enfourra un bout dans son gilet, posa tranquillement ses mains sur la table et s'attaqua aux huîtres. « Pas mauvaise, ma foi, déclara-t-il en les détachant dans un léger clapotis de leur écaille à l'aide d'une petite fourchette d'argent pour les gober ensuite les unes après les autres. Pas mauvaise, du tout, répéta-t-il en lorgnant tantôt Lévin, tantôt le Tatar d'un œil luisant et béat. Lévin goûta aussi les huîtres, mais ses préférences allèrent au fromage. Il ne pouvait d'ailleurs se défendre d'admirer Oblonsky. Le Tatar lui-même, après avoir débouché la bouteille, et versé le vin mousseux dans de fines coupes de cristal, considérait Stepan Arkadievitch avec une visible satisfaction, tout en redressant sa cravate blanche. « Tu ne m'as pas l'air d'aimer beaucoup les huîtres, » constata Stepan Arkadievitch en vidant sa coupe. « À moins que tu ne sois préoccupé. Hein ?» Il aurait voulu voir son ami de belle humeur, mais Lévin se sentait mal à l'aise dans ce cabaret, au milieu de ce brouhaha, de ce va-et-vient, dans le voisinage de cabinet où l'on soupait en joyeuse compagnie. Tout l'offusquait, les bronzes, les glaces, le gaz, les tatars. Il craignait de salir les beaux sentiments qui se pressaient dans son âme. « Oui, je suis préoccupé et Kipi est gêné, répondit Lévin. « Tu ne saurais croire à quel point votre train de vie indispose le campagnard que je suis. C'est comme les ongles de ce monsieur que j'ai aperçu tantôt dans ton cabinet. »« Oui, j'ai remarqué que les ongles de ce pauvre Grinevitch captivaient ton attention, » dit en riant Stepan Arkadievitch. « Que veux-tu, mon cher? Tâche de me comprendre et d'envisager les choses de mon point de vue d'homme des champs. Nous autres, nous tâchons d'avoir des mains avec lesquelles nous puissions travailler. Pour cela, nous nous coupons les ongles, parfois même nous retroussons nos manches. Ici, au contraire, pour être bien sûr de ne rien pouvoir faire de ses mains, on se laisse pousser les ongles tant que bon leur semble et on accroche à ses manchettes des soucoupes en guise de boutons. » Stepan Arkadievitch souriait. Cela prouve tout simplement qu'il n'a pas besoin de travailler de ses mains. La tête suffit à la besogne, peut-être. N'empêche que cela me choque, tout comme de nous voir ici, toi et moi, avaler des huîtres pour nous exciter l'appétit et rester à table le plus longtemps possible, alors qu'à la campagne, nous nous dépêchons de nous rassasier pour retourner au plus tôt à nos occupations. Évidemment, approuva Stepan Arkadievitch, mais n'est-ce pas le but de la civilisation que de tout convertir en jouissance ? Si c'est là son but, j'aimerais mieux être un barbare. Mais tu en es un, mon cher. Tous les Lévins sont des sauvages. Cette allusion à son frère ulcéra le cœur de Lévin. Son front se rembrunit, un soupir lui échappa. Mais Oblonsky entama un sujet qui eut au fait de le distraire. « Eh bien, iras-tu ce soir chez les Sterbatsky ?» demanda-t-il avec un clignement d'œil complice, tandis qu'il repoussait les rugueuses écailles pour s'en prendre au fromage. « Certainement, répondit Lévin, bien qu'il m'ait paru que la princesse ne m'invitait pas de bonne grâce. Quelle idée, c'est sa manière. Eh bien, mon brave, apporte-nous le potage. Oui, c'est sa manière, grande dame. Je viendrai aussi, mais après une répétition de chant chez la comtesse Bonine. Voyons, comment ne pas t'accuser de sauvagerie? Explique-moi par exemple ta fuite soudaine de Moscou. 20 fois, les Tcherbatsky m'ont accablé de questions sur ton compte comme si j'étais au courant. À dire vrai, je ne sais qu'une chose, c'est que tu fais toujours ce que personne ne songerait à faire. Oui, répondit Lévin lentement et avec émotion. Tu as raison. Je suis un sauvage.
Cependant, c'est dans mon retour et non dans mon départ que je vois une preuve de cette sauvagerie. Me voici revenu. Comme tu es heureux, dit Stepan Arkadievitch en le couvant du regard. Pourquoi? On reconnaît à la marque les chevaux impétueux, à leurs beaux yeux les amoureux, déclama Stepan Arkadievitch. L'avenir est à toi. À toi aussi, j'imagine. Non, il ne me reste plus que, disons, le présent, et un présent où tout n'est pas rose. Qu'y a-t-il? Cela va mal. Mais je ne veux pas te parler de moi, d'autant plus que je ne puis entrer dans tous les détails. Voyons, qu'est-ce qui t'amène à Moscou? Répondit Stepan Arkadievitch. La suite, mon brave, cria-t-il au Tatar. Ne le devines-tu pas? Demanda Lévin, ses yeux à la prunelle étincelante fixés sur ceux d'Oblonsky. Je le devine, mais je ne puis aborder ce sujet le premier. Tu peux à ce détail reconnaître si je devine juste ou non, dit Stepan Arkadievitch en répondant par un sourire au regard de son ami. Eh bien alors, qu'en penses-tu? dit Lévin, dont la voix tremblait et qui sentait tressaillir tous les muscles de son visage. Sans quitter Lévin des yeux, Stepan Arkadievitch dégusta lentement un verre de chablis. Ce que j'en pense, dit-il enfin. Eh bien, je n'ai pas de plus ardent désir. Ce serait incontestablement la meilleure solution. Tu ne te trompes pas, au moins, tu saisis bien de quoi il s'agit, insista Lévin en dévorant des yeux son interlocuteur. Tu crois l'affaire possible? Je le crois. Pourquoi ne le serait-elle pas? Bien sincèrement, dis-moi tout ce que tu penses. Songe donc, si j'allais au-devant d'un refus, et j'en suis presque certain, pourquoi donc, s'enquit Stepan Arkadievitch, que cette émotion fit sourire? J'en ai parfois l'impression. Ce serait terrible pour elle comme pour moi. Oh, je ne vois là rien de terrible pour elle. Une jeune fille est toujours flattée d'être demandée en mariage. Oui, mais elle n'est pas comme les autres. Stepan Arkadievitch sourit. Il connaissait parfaitement le sentiment de Lévin à ce propos. Les jeunes filles de l'univers se divisaient en deux catégories. L'une, qui les comprenait toutes sauf elle, participait à toutes les faiblesses humaines. L'autre, qu'elle composait à elle seule, ignorait toute imperfection et planait au-dessus de l'humanité. Une minute, prends donc de la sauce, dit-il en arrêtant la main de Lévin qui repoussait la saucière. Lévin obéit, mais n'en laissa pas pour autant Stepan Arkadievitch manger en paix. Comprends-moi bien, c'est pour moi une question de vie ou de mort. Je n'en ai jamais parlé à personne et il n'y a que toi à qui je puisse en parler. Nous avons beau être différents l'un de l'autre, avoir d'autres goûts, d'autres points de vue, je n'en suis pas moins persuadée que tu m'aimes et que tu me comprends. Voilà pourquoi je t'aime tant moi aussi. Mais au nom du ciel, dis-moi toute la vérité. Je ne te dis pas ce que je pense, répliqua Stepan Arkadievitch toujours souriant. Je ne te dis que ce que je pense, répliqua Stepan Arkadievitch toujours souriant. Je te dirai même davantage. Dolly, une femme étonnante. Stepan Arkadievitch se rappela soudain que ses relations avec sa femme laissaient plutôt à désirer. Il poussa un soupir mais reprit au bout d'un moment. Ma femme a le don de seconde vue. Non seulement elle lit dans le cœur des gens, mais encore elle prévoit l'avenir, surtout en matière de mariage. C'est ainsi qu'elle a prédit celui de Brenten avec mademoiselle Tchakovskoï. Personne ne voulait y croire et cependant il s'est fait. Eh bien ma femme est pour toi. Comment l'entends-tu? J'entends que non contente de t'aimer, elle affirme que Kitty ne peut manquer d'être ta femme. Lévin, soudain rayonnant, se sentit prêt à verser des larmes d'attendrissement. « Elle a dit cela ?» s'écria-t-il. « J'ai toujours pensé que ta femme était un ange. » Mais assez sur ce sujet, ajouta-t-il en se levant. « Soit, mais reste donc assis. » Lévin ne pouvait demeurer en place. Il lui fallut arpenter 2 ou 3 fois d'un pas ferme le coin retiré où il se trouvait, en clignant des yeux pour dissimuler ses larmes. « Comprends-moi bien, reprit-il en se rasseyant. C'est plus que de l'amour. J'ai été amoureux, mais ce n'était pas cela. C'est plus qu'un sentiment, c'est une force intérieure qui me possède. Si j'ai pris la fuite, c'est que je ne croyais pas que pareil bonheur fût possible ici-bas. Mais j'ai eu beau lutter contre moi-même, je sens que je ne puis vivre sans cela. L'heure est venue de prendre une décision. Mais pourquoi t'es-tu sauvé? Un instant. Si tu savais que de pensées se pressent dans ma tête, que de choses je voudrais te demander. Écoute. Tu ne peux t'imaginer le service que tu viens de me rendre. Je suis si heureux que j'en deviens mauvais. J'oublie tout. J'ai appris tantôt que mon frère Nicolas, tu sais, est ici et je l'ai oublié. Il me semble que lui aussi est heureux. C'est une sorte de folie. Mais il y a quelque chose qui me paraît abominable. Quand tu t'es marié, tu as dû connaître ce sentiment. Comment nous autres, qui ne sommes
qui ne sommes plus de première jeunesse et avons derrière nous un passé, non pas d'amour, mais de péché, comment osons-nous approcher sans crier égard d'un être pur et innocent? C'est abominable, te dis-je. Et n'ai-je pas raison de me trouver indigne? Tu ne dois pas avoir grand-chose sur la conscience. Malgré tout, quand je repasse ma vie avec dégoût, je tremble, je maudis, je me plains amèrement. Oui, que veux-tu, le monde est ainsi fait. Je ne vois qu'une consolation, celle de cette prière que j'ai toujours aimée. Pardonnez-nous, Seigneur, non point selon nos mérites, mais bien selon la grandeur de votre miséricorde. Ce n'est qu'ainsi qu'elle peut me pardonner. Lévin vida son verre. Chapitre 11, pardon. Lévin vida son verre. Un silence suivit. J'ai encore quelque chose à te dire, reprit enfin Stepan Arkadievitch. Tu connais Vronsky? Non, pourquoi cette question? Encore une bouteille, commanda Stepan Arkadievitch au tatar qui remplissait les verres et tournait autour d'eux juste au moment où l'on n'avait que faire de lui. Parce que Vronsky est un de tes rivaux. Qui est donc ce Vronsky? Demanda Lévin. Et sa physionomie, dont Oblonsky admirait tout à l'heure l'enthousiasme juvénile, n'exprima plus qu'un maussade dépit. C'est un des fils du comte Cyril Ivanovitch Vronsky, et l'un des plus beaux échantillons de la jeunesse dorée de Pétersbourg. J'ai fait sa connaissance à Tver, où il venait pour le recrutement quand j'y occupais un poste. Beau garçon, belle fortune, belle relation, aide de camp de l'empereur et malgré tout cela, un homme charmant ou même quelque chose de mieux. J'ai pu me convaincre ici qu'il avait de l'instruction et beaucoup d'esprit. Ce garçon-là ira loin. Lévin fronçait le sourcil et ne soufflait plus mot. Eh bien, le dit Vronsky a fait son apparition ici quelque temps après ton départ. Il me semble amoureux fou de Kitty, et tu comprends que la mère... Excuse-moi, mais je n'y comprends goutte, dit Lévin de plus en plus renfrogné. Son frère Nicolas lui revint subitement en mémoire et il se reprocha comme une vilainie de l'avoir oublié. Attends donc, dit Stepan Arkadievitch en souriant et en lui tendant le bras. Je te dis ce que je savais, mais je le répète, s'il est permis de faire des conjectures dans une affaire aussi délicate, il me semble que les chances sont de ton côté. Lévin tout pâle s'appuya au dossier de sa chaise. Seulement un bon conseil. Termine cette affaire au plus tôt, continua Oblonsky tout en lui remplissant son verre. Non, merci, dit Lévin en repoussant le verre, je ne veux plus boire, je serai ivre. Et toi, comment vas-tu? Reprit-il pour rompre les chiens. Laisse-moi te le répéter, termine l'affaire au plus tôt. Ne te déclare pas encore ce soir, mais demain matin va faire la classique demande et que le bon Dieu te bénisse. Pourquoi ne viens-tu jamais chasser chez moi, dit Lévin. Tu me l'avais pourtant promis, n'oublie pas de venir au printemps. Il se repentait vraiment du fond du cœur d'avoir engagé cet entretien avec Stepan Arkadievitch. Son sentiment unique se trouvait froissé de devoir compter avec les prétentions d'un quelconque officier, subir les conseils et les suppositions de Stepan Arkadievitch. Celui-ci, qui comprit parfaitement ce qui se passait dans l'âme de Lévin, se contenta de sourire. « Je viendrai un jour ou l'autre, dit-il. Vois-tu, mon ami, les femmes sont le ressort qui fait tout mouvoir en ce monde. Tu me demandes où en sont mes affaires? En fort mauvais point, mon cher. Et tout cela à cause des femmes. Donne-moi franchement ton avis, continua-t-il en tenant un cigare d'une main et son verre de l'autre. Sur quoi? Voici. Supposons que tu sois marié, que tu aimes ta femme et que tu te sois laissé entraîner par une autre femme. Excuse-moi, mais je ne comprends rien à pareille affaire. C'est pour moi comme si tout à l'heure, en sortant de dîner, j'allais voler une brioche dans une boulangerie. Les yeux de Stepan Arkadievitch pétillèrent. Pourquoi pas? Certaines brioches sentent si bon qu'on ne saurait résister à la tentation. Himmlisch ist, wenn hier beswingen, meine irrdicht Bigger, aber doch fein nicht gelogen, attire or reich. Oups, plaisir. Pardon pour cet allemand affreux. Se disant, Oblonsky sourit malicieusement. Lévin ne put se retenir de l'imiter. Trêve de plaisanterie, continua Oblonsky. Il s'agit d'une femme charmante, modeste, aimante, sans fortune et qui vous a tout sacrifié. Faut-il l'abandonner maintenant que le mal est fait? Mettons qu'il soit nécessaire de rompre pour ne pas troubler la vie de famille, mais ne doit-on pas avoir pitié d'elle, lui adoucir la séparation, assurer son avenir? Pardon, mais tu sais que pour moi, les femmes se divisent en deux classes. Ou pour mieux dire, il y a les femmes et les... Je n'ai jamais vu et ne verrai jamais de belles repenties. Mais des créatures comme cette Française du comptoir avec son phare et ses frisons ne m'inspirent que du dégoût, comme d'ailleurs toutes les femmes tombées. Même celle de l'Évangile.
Oh, je t'en prie, le Christ n'aurait jamais prononcé ces paroles s'il avait su le mauvais usage qu'on en ferait. C'est tout ce qu'on a retenu de l'Évangile. Au reste, c'est plutôt chez moi affaire de sentiment que de raisonnement. J'ai une répulsion pour les femmes tombées, comme tu en as une pour les araignées. Nous n'avons pas eu besoin pour cela d'étudier les mœurs ni des unes ni des autres. Tu me rappelles ce personnage de Dickens qui rejetait de la main gauche par-dessus l'épaule droite toutes les questions embarrassantes. Mais nier un fait n'est pas répondre. Que faire, voyons, que faire? Ta femme vieillit tandis que la vie bouillonne encore en toi. Tu te sens tout d'un coup incapable de l'aimer d'amour, quelque respect que tu professes d'ailleurs pour elle. Sur ces entrefaites, l'amour surgit à l'improviste et te voilà perdu, s'exclama pathétiquement Stepan Arcadievitch. Lévin eut un sourire sarcastique. Oui, oui, perdu, répéta Oblonsky. Eh bien, voyons, que faire? Ne pas voler de brioche. Oh, Stepan Arcadievitch se dérida. Oh, moraliste, mais comprends donc la situation. Deux femmes s'affrontent, l'une se prévaut de ses droits, c'est-à-dire d'un amour que tu ne peux lui donner. L'autre sacrifie tout et ne te demande rien. Que doit-on faire? Comment se conduire? Il y a là un drame effrayant. Si tu veux que je te confesse ce que j'en pense, je ne vois pas là de drame. Voici pourquoi. Selon moi, l'amour, les deux amours tels que, tu dois t'en souvenir, Platon les caractérise dans son banquet, servent de pierre de touche aux hommes, qui ne comprennent que l'un ou l'autre. Ceux qui comprennent uniquement l'amour non platonique n'ont aucune raison de parler de drame, car ce genre d'amour n'en comporte point. Bien obligé pour l'agrément que j'ai eu. Voilà tout le drame. L'amour platonique ne peut en connaître davantage parce que là tout est clair et pur, parce que à ce moment Lévin se rappela ses propres péchés et la lutte intérieure qu'il avait subie. Il termina donc sa tirade d'une manière imprévue. Au fait, peut-être as-tu raison. C'est bien possible, mais je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Vois-tu, dit Stepan Arcadievitch, tu es un homme tout d'une pièce. C'est ta grande qualité et c'est aussi ton défaut. Parce que ton caractère est ainsi fait, tu voudrais que la vie fût constituée de même façon. Ainsi tu méprises le service de l'État parce que tu voudrais que toute occupation humaine correspondît à un but précis. Et cela ne saurait être. Tu voudrais également un but dans chacun de nos actes. Tu voudrais que l'amour et la vie conjugale ne fissent qu'un. Cela ne saurait être. Le charme, la variété, la beauté de la vie tiennent précisément à des oppositions de lumière et d'ombre. Lévin soupira et ne répondit rien. Repris par ses préoccupations, il n'écoutait plus Oblonsky. Et soudain, ils sentirent tous deux que, loin de les rapprocher, ce bon dîner, ces vins généreux, les avaient laissés presque étrangers l'un à l'autre. Chacun ne songeait plus qu'à ses affaires et n'avait cure du voisin. Oblonsky, à qui cette sensation était familière, savait aussi comment y remédier. « L'addition !» cria-t-il. Et il passa dans la salle voisine, où il rencontra un aide-de-camp de sa connaissance. Une conversation qu'il engagea avec lui au sujet d'une actrice et de son protecteur reposa à Oblonsky de celle qu'il venait d'avoir avec Lévin. Ce diable d'homme le contraignait toujours à une tension d'esprit par trop fatigante. Quand le Tatar eut apporté un compte de 26 roubles et des kopecks, plus un supplément pour la vodka prise au comptoir, Lévin, qui d'ordinaire se fut, en bon compagnard, épouvanté d'avoir à payer 14 roubles pour sa part, n'y fit cette fois aucune attention. Le compte réglé, il rentra chez lui pour changer de costume et se rendre chez les Sterbatsky, où son sort devait se décider. Chapitre 12. Kitty Sterbatsky avait 18 ans. C'était le premier hiver qu'on la menait dans le monde. Elle y remportait de plus grands succès que naguère ses aînés, plus grands même que sa mère ne s'y était attendue. Elle avait plus ou moins tourné la tête à toute la jeunesse dansante de Moscou. En outre, il s'était dès ce premier hiver présenté deux partis sérieux, Lévin et, aussitôt après son départ, le comte Vronsky. L'apparition de Lévin au début de l'hiver, ses visites fréquentes, son amour évident pour Kitty avaient été le sujet des premières conversations sérieuses entre le prince et la princesse sur l'avenir de leur fille. Et ces conversations révélèrent entre eux un profond dissentiment. Le prince tenait pour Lévin et avouait qu'il ne souhaitait pas de meilleur parti pour Kitty. La princesse, cédant à l'habitude féminine de tourner la question, prétextait que Kitty, encore fort jeune, ne montrait pas grande inclination pour Lévin, que d'ailleurs celui-ci ne semblait pas avoir d'intention bien arrêtée. Elle invoqua encore d'autres raisons, mais non la principale, à savoir qu'elle n'aimait ni ne comprenait Lévin et qu'elle espérait pour sa fille un parti plus brillant. Aussi fut-elle ravie de son brusque départ.
« Tu vois que j'avais raison », déclara-t-elle à son mari d'un air de triomphe. Elle fut encore plus enchantée quand Vronsky se mit sur les rangs. Ses prévisions se réalisaient, Kitty ferait un parti magnifique. Pour la princesse, il n'y avait pas de comparaison possible entre les deux prétendants. Ce qui lui déplaisait en Levin, c'était ses jugements tranchés, par trop bizarres, sa gaucherie dans le monde qu'elle attribuait à de l'orgueil, la vie de sauvage qu'il menait à la campagne entre ses bestiaux et ses manants. Ce qui lui déplaisait plus encore, c'était que Levin, amoureux de Kitty, eût fréquenté leur maison pendant 6 semaines sans s'expliquer franchement sur ses intentions. Ignorait-il à ce point les convenances, ou craignait-il peut-être de leur faire un trop grand honneur et soudain ce brusque départ? C'est fort heureux, se dit la mère, qu'il soit si peu attrayant. Il n'aura certes pas tourné la tête de Kitty. Vronsky, au contraire, comblait tous ses vœux. Il avait pour lui la fortune, le talent, la naissance, la perspective d'une brillante carrière à l'armée comme à la cour. C'était de plus un enchanteur. Que pouvait-on rêver de mieux? Vronsky faisait ouvertement la cour à Kitty. Il dansait avec elle dans tous les bals, il était devenu un familier du logis. Pouvait-on mettre en doute ses intentions? Et cependant, la pauvre mère avait passé tout cet hiver dans l'inquiétude et l'émoi. Son mariage à elle avait été 30 ans plus tôt l'œuvre d'une de ses tantes. Le fiancé, sur lequel on avait pris d'avance tous les renseignements désirables, était venu la voir et se faire voir. La tante avait de part et d'autre rendu compte de la bonne impression produite. Puis, au jour convenu d'avance, on était venu faire aux parents une demande officielle qui avait été agréée. Tout s'était passé le plus simplement du monde. C'est ainsi, du moins, que la princesse voyait les choses à distance. Mais quand il s'était agi de marier ses filles, elle avait appris à son dame combien cette affaire, si simple en apparence, était en réalité difficile et compliquée. Que d'anxiété, que de soucis, que d'argent dépensé, que de lutte avec son mari lorsqu'il avait fallu marier Dari et Nathalie. Maintenant que le tour de la cadette était venu, elle connaissait les mêmes inquiétudes, les mêmes perplexités et des querelles plus pénibles encore. Comme tous les pères, le vieux prince était pointilleux à l'excès en ce qui touchait l'honneur de ses filles. Il avait la faiblesse de les jalouser, surtout Kitty qui était sa préférée et qu'il reprochait sans cesse à sa femme de compromettre. Pour habituer qu'elle fût à ces scènes, elle en avait subi de semblables du temps des aînés, la princesse reconnaissait à part soi que la susceptibilité de son mari avait cette fois plus de raison d'être. Elle remarquait depuis quelque temps dans les usages de la société des changements notables, qui venaient encore compliquer la tâche déjà si ingrate dévolue aux mères. Les contemporaines de Kitty organisaient Dieu sait quelles réunions, suivaient Dieu sait quelles cours, prenaient des manières dégagées avec les hommes, se promenaient seules en voiture. Beaucoup d'entre elles ne faisaient plus de révérence et ce qu'il y avait de plus grave, elles étaient toutes bien convaincues que le choix d'un mari leur incombait à elles seules et non point à leurs parents. On ne marie plus les filles comme autrefois, pensaient et disaient toutes ces jeunes personnes et même bien des gens âgés. Mais comment les marie-t-on alors? C'est ce que la princesse ne pouvait apprendre de personne. On réprouvait l'usage français qui laisse l'indécision aux parents. On repoussait comme incompatible avec les mœurs russes l'usage anglais qui laisse toute liberté à la jeune fille. On criait haro et la princesse, la toute première, sur l'usage russe du mariage par intermédiaire. Mais tout le monde ignorait la vraie marche à suivre. Tous ceux que la princesse interrogeait lui faisaient la même réponse. « Croyez-moi, il est grand temps de renoncer aux idées d'autrefois. Ce sont les jeunes gens qui se marient et non les parents. Laissez-les donc s'arranger comme ils l'entendent. » Si le raisonnement était commode pour qui n'avait point de fille, la princesse comprenait fort bien qu'en donnant trop de liberté à la sienne, elle courait le risque de la voir s'amouracher de quelqu'un qui ne songerait guère à l'épouser ou qui ne ferait point un bon mari. On avait beau lui répéter qu'il fallait désormais laisser les jeunes gens maîtres de leur sort, cela lui paraissait aussi peu sage que de donner à des enfants de 5 ans des pistolets chargés en guise de joujou. Voilà pourquoi Kitty la préoccupait plus encore que ses sœurs. Pour le moment, elle craignait que Vronsky, dont sa fille était évidemment éprise, ne se bornât point à une simple cour. C'était à coup sûr un galant homme, ce qui la rassurait quelque peu. Mais avec la liberté de relations nouvellement admise dans la société, les séducteurs avaient beau jeu. Ces hommes ne considéraient-ils pas la chose comme une peccadille? La semaine précédente, Kitty avait raconté à sa mère un entretien qu'elle avait eu avec Vronsky au cours d'une mazurka et qui rassura la princesse, sans toutefois la tranquilliser complètement.
Vronsky avait dit à Kitty: « En fils soumis, mon frère et moi n'entreprenons jamais rien d'important sans consulter notre mère. En ce moment, j'attends son arrivée comme un bonheur tout particulier. » Kitty rapporta cette conversation sans y attacher d'importance, mais la mère l'interpréta autrement. Elle savait qu'on attendait la comtesse d'un jour à l'autre et qu'elle approuverait le choix de son fils. Pourquoi donc celui-ci différait-il sa demande? Cette déférence exagérée n'était-elle point un prétexte? Néanmoins, la princesse désirait tant ce mariage, elle avait tant besoin d'apaiser son inquiétude, qu'elle donna aux paroles de Vronsky un sens conforme à ses propres intentions. Pour amère que lui fut le malheur de sa fille aînée Dolly, qui songeait à quitter son mari, elle se laissait tout entière absorber par ses préoccupations au sujet du sort de sa fille cadette, qu'elle voyait prête à se décider. Et voici que l'arrivée de Levin augmentait son émoi. Kitty, croyait-elle, avait naguère éprouvé pour lui un certain sentiment. Par excès de délicatesse, elle pourrait bien maintenant refuser Vronsky. Ce retour lui semblait devoir embrouiller une affaire si proche du dénouement. « Est-il arrivé depuis longtemps ?» demanda-t-elle à sa fille lorsqu'elle fut rentrée. Elle songeait à Levin. « Aujourd'hui, maman. »« Il y a une chose que je veux te dire, » commença la princesse, mais à son air soucieux, Kitty devina de quoi il s'agissait. Elle rougit et se tournant brusquement vers sa mère. « Ne me dites rien, maman. Je vous en prie, je vous en supplie, je sais tout. » Leurs désirs étaient les mêmes, mais la fille trouvait blessants les motifs auxquels la mère obéissait. « Je veux dire seulement qu'ayant encouragé l'un, maman chérie, au nom du ciel, ne dites rien. Parler de ces choses porte malheur. »« Un mot seulement, mon ange, » dit la princesse en lui voyant des larmes dans les yeux. « Tu m'as promis de ne jamais avoir de secret pour moi. Il est bien entendu que tu n'en auras pas. »« Jamais, maman, jamais aucun, » s'écria Kitty, cramoisie, mais en regardant sa mère bien en face. « Mais pour le moment, je n'ai rien à dire. Non, vraiment, si même je le voulais, je ne saurais que dire. Non !» Avec ces yeux-là, elle ne peut pas mentir, se dit la princesse, souriant de cette émotion, de ce bonheur contenu. Elle devinait l'énorme importance que la pauvrette accordait à tout ce qui se passait dans son cœur. Chapitre 13. Après le dîner et jusqu'au début de la soirée, Kitty éprouva une impression analogue à celle que ressent un jeune homme la veille d'une bataille. Son cœur battait violemment. Elle n'arrivait point à rassembler ses idées. Cette soirée où ils se rencontreraient pour la première fois déciderait de son sort. Elle le pressentait et ne cessait de se les figurer tantôt ensemble, tantôt séparément. Songeait-elle au passé? C'est avec plaisir, avec tendresse qu'elle évoquait les souvenirs qui se rattachaient à Levin. Ses impressions d'enfance, l'amitié du jeune homme pour ce frère qu'elle avait perdu, tout leur donnait un charme poétique. À coup sûr, Levin l'aimait, cet amour la flattait, il lui était doux d'y songer. Elle éprouvait au contraire une certaine gêne en pensant à Vronsky. C'était un homme du monde accompli, toujours maître de lui et d'une simplicité charmante. Et cependant, elle sentait dans leur rapport quelque chose de faux, qui devait résider en elle-même, alors qu'avec Levin tout était si franc, si aisé, si naturel. Par contre, avec Vronsky, l'avenir lui apparaissait étincelant. Avec Levin, un brouillard l'enveloppait. Quand elle remonta dans sa chambre pour faire toilette, un coup d'œil à son miroir lui révéla qu'elle était dans un de ses bons jours. Ni la grâce, ni le sang-froid ne lui feraient défaut tout à l'heure. Elle se vit avec joie en possession de tous ses moyens. Comme elle entrait au salon vers 7h30, un domestique annonça « Konstantin Dmitrievitch Levin ». La princesse n'était pas encore descendue. Le prince s'était retiré dans son appartement. « Je m'y attendais », se dit Kitty, et tout son sang afflua à son cœur. En se regardant dans une glace, sa pâleur l'effraya. Elle savait maintenant, à n'en plus douter, qu'il était venu de bonne heure pour la trouver seule et demander sa main. Aussitôt, la situation lui apparut sous un jour nouveau. Pour la première fois, elle comprit qu'elle n'était pas seule en jeu et qu'il lui faudrait tout à l'heure blesser un homme qu'elle aimait et le blesser cruellement. Pourquoi ? Parce que le brave garçon était amoureux d'elle. Mais elle n'y pouvait rien, il en devait être ainsi. « Mon Dieu, pensa-t-elle, est-il possible que je doive lui parler moi-même, lui dire que je ne l'aime pas? Mais cela n'est pas vrai. Que lui dire alors? Que j'en aime un autre? Impossible. Non, mieux vaut me sauver. » Elle s'approchait déjà de la porte lorsqu'elle entendit son pas. « Non, ce n'est pas loyal. De quoi ai-je peur? Je n'ai rien fait de mal. Advienne que pourra, je dirai la vérité. D'ailleurs, avec lui, rien ne peut me mettre mal à l'aise. Le voilà.
se dit-elle en le voyant paraître, timide dans sa puissance et fixant sur elle un regard ardent. « J'arrive trop tôt, il me semble, dit-il en voyant le salon vide. Et quand il comprit que son attente n'était pas trompée, que rien ne l'empêcherait de parler, son visage s'assombrit. « Pas du tout, répondit Kitty en s'asseyant près de la table. « Mais je désirais précisément vous trouver seul, continua-t-il sans s'asseoir et sans lever les yeux pour ne pas perdre courage. Maman va venir tout de suite, elle s'est beaucoup fatiguée hier. Elle parlait sans savoir au juste ce qu'elle disait. Ses regards chargés d'implorations tendres ne pouvaient se détacher de Lévin, et comme il risquait un coup d'œil de son côté, elle rougit et se tut. Je vous ai dit tantôt que je ne savais pas si j'étais ici pour longtemps, que cela dépendait de vous. Elle baissait de plus en plus la tête, ne sachant trop ce qu'elle allait répondre à l'inévitable. Que cela dépendait de vous, répéta-t-il. Je voulais vous dire que c'est pour cela que je suis venu. Voulez-vous être ma femme? Laissa-t-il enfin tomber sans se rendre compte de ses paroles. Mais quand il eut le sentiment que le mot fatal était prononcé, il s'arrêta et la regarda. Kitty ne relevait pas la tête. Elle respirait avec peine. Une immense allégresse emplissait son cœur. Elle n'aurait jamais cru que l'aveu de cet amour lui causerait une impression aussi vive. Mais au bout d'un moment, elle se souvint de Vronsky. Elle leva sur Lévin ses yeux francs et limpides, et, voyant son air désespéré, elle se hâta de répondre « C'est impossible, pardonnez-moi. » Une minute auparavant, il la croyait si proche de lui, si nécessaire à sa vie, et voici qu'elle s'éloignait et lui devenait étrangère. « Il n'en pouvait être autrement, » dit-il en baissant les yeux. Il la salua et voulut se retirer. Chapitre 14. Mais au même instant, la princesse fit son entrée. L'effroi glaça ses traits lorsqu'elle les vit seuls, avec des visages bouleversés. Lévin s'inclina devant elle, mais ne dit mot. Kitty se taisait, n'osant lever les yeux. Dieu merci, elle a refusé, pensa la mère, et le sourire avec lequel elle accueillait ses invités du jeudi reparut sur ses lèvres. Elle s'assit et questionna Lévin sur sa vie à la campagne. Il prit un siège, lui aussi, attendant pour s'esquiver l'arrivée d'autres personnes. 5 minutes plus tard, on annonça une amie de Kitty, mariée depuis l'hiver précédent, la comtesse Nordstone. C'était une personne sèche, jaune, nerveuse et maladive, avec des yeux noirs brillants. Elle aimait Kitty et son affection pour elle, comme celle de toute femme mariée pour une jeune fille, se traduisait par un vif désir de la marier selon son idéal. Vronsky était son candidat. Lévin, qu'elle avait souvent rencontré chez les Tcherbatsky au début de l'hiver, lui déplaisait souverainement et elle ne perdait jamais l'occasion de le narguer. J'aime le voir me toiser du haut de sa grandeur, interrompre parce qu'il me croit trop bête ses beaux discours, à moins qu'il ne condescende à m'adresser la parole. Condescendre, le mot me plaît. Je suis enchantée qu'il me déteste. Effectivement, Lévin la détestait et méprisait en elle ce dont elle se faisait un mérite. Sa nervosité, son dédain raffiné, son indifférence pour tout ce qu'elle jugeait matériel et grossier. Il s'était donc établi entre eux un genre de relation assez fréquent dans le monde. Sous des dehors amicaux, ils se méprisaient au point de ne pouvoir ni se prendre au sérieux, ni même se froisser mutuellement. Chacun d'eux demeurait indifférent aux méchancetés que l'autre lui décochait. Se souvenant que Lévin avait au début de l'hiver comparé Moscou à Babylone, la comtesse l'entreprit aussitôt sur ce sujet. « Ah, Konstantin Dmitrievitch, vous voilà donc revenu dans votre abominable Babylone. Dans notre abominable Babylone, dit-elle en lui tendant sa petite main jaunâtre. Est-ce Babylone qui s'est convertie ou vous qui vous êtes corrompu ?» ajouta-t-elle en coulant à Kitty un regard complice. « Je suis très flattée, comtesse, que vous teniez un compte aussi exact de mes paroles, répondit Lévin qui, ayant eu le temps de se remettre, entra aussitôt dans le ton aigre-doux dont il usait d'ordinaire avec la comtesse. Il faut croire qu'elle vous impressionne vivement. Comment donc? J'en prends toujours note. Eh bien, Kitty, tu as encore patiné tantôt. Et elle engagea la conversation avec Kitty. Lévin ne pouvait plus guère s'en aller. Il délibérait pourtant de le faire, aimant mieux commettre une inconvenance que subir toute la soirée le supplice de voir Kitty l'observer à la dérobée tout en évitant son regard. Il allait donc se lever quand la princesse, surprise de son mutisme, jugea bon de lui adresser la parole. « Comptez-vous rester longtemps à Moscou? N'êtes-vous pas juge de paix dans votre canton ?»
Cela ne doit pas vous permettre de longues absences. Non, princesse, j'ai résilié mes fonctions. Je suis venue pour quelques jours. Il y a quelque chose de particulier aujourd'hui, songea la comtesse Nordstone, en scrutant le visage sévère de Levin. Il ne se lance pas dans ses discours habituels. Mais je saurais bien le faire parler. Rien ne m'amuse comme de le rendre ridicule devant Kitty. Constantine Dmitrievitch, lui dit-elle, vous qui êtes au courant de tout cela, expliquez-moi de grâce comment il se fait que dans notre terre de Kalouga, les paysans et leurs femmes boivent tout ce qu'ils possèdent et refusent de nous payer leurs redevances. Vous qui faites toujours l'éloge des paysans, expliquez-moi ce que cela veut dire. En ce moment, une dame entra dans le salon et Levin se leva. « Excusez-moi, comtesse, je ne suis pas au courant et ne puis rien vous dire, répondit-il en remarquant un officier qui entrait à la suite de la dame. Ce doit être Vronsky, songea-t-il, et pour s'en assurer, il se tourna vers Kitty qui précisément reportait son regard sur lui après avoir reconnu Vronsky. À la vue de ses yeux brillants d'une joie instinctive, Levin comprit, et cela aussi clairement que si elle le lui eût avoué, qu'elle aimait cet homme. Mais qui était-il au juste? Voilà ce qu'il importait à Levin de savoir et ce qui le décida à rester, bon gré, mal gré. Il y a des gens qui, mis en présence d'un rival heureux, sont disposés à nier ses qualités pour ne voir que ses défauts. D'autres, au contraire, ne désirent rien tant que de découvrir les mérites qui lui ont valu le succès, et, le cœur ulcéré, ne voit en lui que des qualités. Levin était de ce nombre. Il n'eut pas la peine de chercher ce que Vronsky avait d'attrayant, cela sautait aux yeux. Brun, de taille moyenne et bien proportionné, un beau visage aux traits étonnamment calmes, tout dans sa personne, depuis ses cheveux noirs coupés très courts et son menton rasé de frais jusqu'à son ample tunique neuve, décelait une élégante simplicité. Après avoir cédé le pas à la dame qui entrait en même temps que lui, Vronsky alla saluer la princesse, puis Kitty. En approchant de celle-ci, il sembla à Levin qu'un éclair de tendresse brillait dans ses yeux tandis qu'un imperceptible sourire de bonheur triomphant plissait ses lèvres. Il s'inclina respectueusement devant la jeune fille et lui tendit une main un peu large, quoique petite. Après avoir salué toutes les personnes présentes et échangé quelques mots avec chacune d'elles, il s'assit sans jeter un regard sur Levin qui ne le quittait pas des yeux. « Permettez-moi, messieurs, de vous présenter l'un à l'autre, dit la princesse en indiquant du geste Levin. Constantine Dmitrievitch Levin, le comte Alexis Kirilovitch Vronsky. » Vronsky se leva, plongea dans les yeux de Levin un regard très franc et lui tendit la main. « Je devais, il me semble, dîner avec vous cet hiver, lui dit-il avec un sourire affable, mais vous êtes parti inopinément pour la campagne. Constantine Dmitrievitch déteste les villes et méprise les pauvres citadins que nous sommes, dit la comtesse Nordstone. Il faut croire que mes paroles vous impressionnent vivement, puisque vous vous en souvenez si bien, rétorqua Levin. Mais, s'apercevant qu'il se répétait, il se tut. Vronsky sourit après avoir jeté un regard à Levin, puis à la comtesse. « Vous habitez toujours la campagne » demanda-t-il. « Ce doit être triste en hiver. »« Pas quand on a de l'occupation. » « D'ailleurs, on ne s'ennuie jamais en compagnie de soi-même, rétorqua Levin d'un ton acerbe. « J'aime la campagne, dit Vronsky, qui remarqua le ton de Levin, mais n'en laissa rien paraître. « Sans vouloir pour cela vous y enterrer, j'espère, demanda la comtesse Nordstone. « Je n'en sais rien, je n'y ai jamais fait de séjour prolongé. Mais j'ai éprouvé un sentiment singulier, ajouta-t-il. Je n'ai jamais tant regretté la campagne, la vraie campagne russe avec ses moujiks et leurs brodequins d'écorce, que durant l'hiver où j'ai accompagné ma mère à Nice. C'est, comme vous le savez, une ville plutôt triste. Au reste, Naples et Sorrente fatiguent aussi bien vite. Nulle part au monde on ne se sent ainsi obsédé par le souvenir de la Russie, de la campagne russe surtout. On dirait que ces villes... » Il s'adressait tantôt à Kitty, tantôt à Levin, reportant de l'un à l'autre son regard débonnaire et disant sans doute ce qui lui passait par la tête. S'apercevant que la comtesse Nordstone voulait placer son mot, il s'interrompit pour l'écouter avec attention. La conversation ne languit pas un instant. La princesse n'eut donc pas à faire avancer les deux grosses pièces qu'elle tenait toujours en réserve en cas de silence prolongé, à savoir le service militaire obligatoire et les mérites respectifs de l'enseignement classique et de l'enseignement moderne. De son côté, la comtesse Nordstone ne trouva pas l'occasion de taquiner Levin. Quelque désir qu'il en eût, celui-ci ne pouvait se décider à prendre part à l'entretien. À chaque instant, il se disait « Voilà le moment de partir ». Et cependant, il ne bougeait pas, comme s'il eût attendu quelque chose.
Comme on en vint à parler des tables tournantes et des esprits frappeurs, la comtesse, qui croyait au spiritisme, raconta les prodiges dont elle avait été témoin. « Ah, comtesse, faites-moi voir cela, je vous en supplie. J'ai beau chercher partout l'extraordinaire, je ne l'ai jamais encore rencontré, dit en souriant Vronsky. « Soit, ce sera pour samedi prochain, acquiesça la comtesse. Et vous, Konstantin Dmitrievitch, y croyez-vous » demanda-t-elle à Lévin. « Pourquoi cette question? Vous connaissez ma réponse d'avance. »« J'aimerais pourtant vous entendre exposer votre opinion. »« Mon opinion ? Eh bien la voici. Vos tables tournantes prouvent tout simplement que notre prétendue bonne société ne le cède en rien à nos paysans. Ceux-ci croient au mauvais œil, au sort, au charme, et nous... Alors nous n'y croyez pas? Alors vous n'y croyez pas? Je ne puis y croire, comtesse, puisque je vous dis que j'ai vu de mes propres yeux. Nos paysannes vous diront aussi qu'elles ont vu le domovoï. Alors d'après vous, je ne dis pas la vérité, se rebiffa la comtesse en riant d'un rire jaune. Mais non, ma chère Konstantin Dmitrievitch veut simplement dire qu'il ne croit pas au spiritisme, expliqua Kitty, rougissant pour Lévin. Celui-ci, qui s'en rendit compte, allait faire une réplique encore plus bourrue quand Vronsky, toujours souriant, empêcha l'entretien de s'envenimer. « Vous n'en admettez pas du tout la possibilité ?» demanda-t-il. « Pourquoi donc? Nous admettons bien l'existence de l'électricité, dont pourtant nous ignorons la nature. Pourquoi n'existerait-il pas une force encore inconnue qui, quand on a découvert l'électricité, objecta Lévin avec vivacité, on a vu qu'un phénomène sans en connaître ni l'origine ni les résultats, et des siècles se sont écoulés avant qu'on songeât à en faire l'application. Les spirites, au contraire, ont commencé par faire écrire les tables et par évoquer les esprits, et n'ont affirmé que bien plus tard l'existence d'une force inconnue. » Vronsky écoutait avec son attention coutumière et semblait prendre grand intérêt aux propos de Lévin. « Oui, mais les spirites disent, nous ignorons encore ce qu'est cette force, tout en constatant qu'elle existe, qu'elle agit dans telles et telles conditions. Aux savants maintenant à découvrir en quoi elle consiste. Et pourquoi vraiment n'existe-t-il pas une force nouvelle, parce que, objecta de nouveau Lévin, toutes les fois que vous frotterez un morceau de résine avec un chiffon de laine, vous obtiendrez un phénomène prévu d'avance. Les phénomènes spirites, au contraire, ne se produisent pas à coup sûr et ne sauraient par conséquent être attribués à une force de la nature. La conversation prenait un tour trop sérieux pour un salon. Vronsky s'en aperçut sans doute, car il ne fit plus d'objections et s'adressant aux dames avec un sourire enchanteur, « Eh bien, comtesse, dit-il, pourquoi ne ferions-nous pas un essai tout de suite ?» Mais Lévin tenait à expliquer sa pensée. « Selon moi, reprit-il, les spirites ont grand tort de vouloir expliquer leur prestige par je ne sais quelle force inconnue. Comment, parlant d'une force spirituelle, prétendent-ils la soumettre à une épreuve matérielle ?» Tout le monde attendait qu'il eût fini de parler. Il le comprit. « Et moi, je crois que vous feriez un excellent médium, dit la comtesse Nordstone. Il y a en vous tant d'enthousiasme. » Lévin ouvrit la bouche pour répondre, mais rougit soudain et ne souffla mot. « Eh bien, voyons, mettons les tables à l'épreuve, dit Vronsky. Vous permettez, princesse ?» Sur quoi il se leva, cherchant des yeux une table. Kitty se leva, elle aussi. Comme elle passait devant Lévin, leurs regards se rencontrèrent. Elle le plaignait d'autant plus qu'elle se sentait la cause de sa douleur. « Pardonnez-moi si vous le pouvez, disait son regard, je suis si heureuse. Je hais le monde entier et moi, tout comme vous, répondit celui de Lévin. Il avait déjà pris son chapeau, comptant bien s'esquiver tandis qu'on s'installerait autour de la table, mais encore une fois, le sort en décida autrement. Le vieux prince fit son apparition et, après avoir rendu ses devoirs aux dames, fonça droit sur lui. « Comment » s'écria-t-il joyeusement, « tu es ici !» Mais je n'en savais rien, très heureux de vous voir. Le prince disait à Lévin tantôt toi, tantôt vous. Il lui donna l'accolade et continua l'entretien sans prêter aucune attention à Vronsky. Celui-ci attendait tranquillement que le prince voulût bien lui adresser la parole. Kitty devinait combien, après ce qui s'était passé, les amabilités de son père devaient peser à Lévin. Elle remarqua aussi avec quelle froideur celui-ci finit par répondre au salut de Vronsky, qui en demeura interdit, ne comprenant pas qu'on pût être mal disposé en sa faveur. Elle se sentit rougir. « Prince, rendez-nous Konstantin Dmitrievitch, dit la comtesse Nordstone. Nous voulons faire une expérience. » « Quelle expérience? Faire tourner les tables?
Eh bien, vous m'excuserez, mesdames et messieurs, mais selon moi, le furet est plus intéressant, dit le prince en regardant Vronsky, qu'il devina être l'inspirateur de cet amusement. Du moins, dans le furet, y a-t-il une pointe de bon sens? Vronsky leva vers le prince un regard interdit, puis aussitôt esquissant un sourire, il entretint la comtesse Nordstone d'un grand bal qui se donnait la semaine suivante. « J'espère que vous y serez, dit-il en s'adressant à Kitty. Dès que le prince l'eut quitté, Levin s'esquiva et la dernière impression qu'il emporta de cette soirée fut le visage heureux et souriant de Kitty, répondant à Vronsky au sujet du bal. Et c'est la fin du chapitre 14 ainsi que la fin de cette lecture. J'ai envie de vous lire un poème. Allez, c'est un livre dont les pages sont beaucoup cornées, mais je vais quand même essayer d'en prendre un au hasard. Les mots sur ses lèvres. Mort, parmi ses livres, dans son lit, la lampe qui lit, toute seule, les mots sur ses lèvres. Chut. La mer est dans les arbres, un orage, pas loin. Un dernier. Habité par la poésie. Habité par la poésie, comme un habitant son habit du dimanche, je suis réveillée dans le milieu de la nuit par un changement d'air, un pli dans la noirceur qui laisse passer la lumière, le cerceau du cerveau, poussé par le vent sous un soleil ardent. Ce n'est pas l'inspiration, mais le son des sources, le son du sang sous la peau, le chant de l'eau sous la terre. Vie. Toute la journée, je porte un masque flou pour cacher mon infirmité. Les infirmiers carnivores conduisent l'ambulance jusqu'au zoo. Ils portent tous des lunettes de soleil. Oh. Ils prennent des photos de tout avant que tout disparaisse. On voit dans leur démarche ce qui les démange quand ils marchent. L'orang-outan de l'orage traîne ses poings sur la terre. Où est-ce que j'avais vu? C'est Patrice Desbiens ou Desbiens 2020. Poème chez Loi de Cravant. J'aime beaucoup Loi de Cravant aussi. Cette maison d'édition, voilà, québécoise, de poésie. Surtout, je crois qu'ils est totalement, j'ai un doute, surtout. Non, parce que même leur magazine, c'est la poésie. Magazine, pas magazine, revue. Ah, quelle fatigue! Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous m'avez bien entendu sans trop entendre les mouvements de mes cheveux ou le vent ou mon manteau ou les voitures. Je vais passer par le fossé pour partir. C'est plus simple. Merci. Faites bien attention à vous surtout. Et à bientôt. Je vais faire une autre vidéo. J'ai Manon Lescaut. J'en avais... Bref, je vous remercie. À bientôt. Attention aux oreilles. Avec tes petites oreilles.